Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Alors pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Guillaume Klein, coach et athlète d'Ultra Endurance et j'accompagne à distance des sportifs dans l'accomplissement de leurs différents projets, que ce soit sur le plan de l'entraînement, de la nutrition ou encore de la préparation mentale. Et dans tous les podcasts, vidéos ou articles que j'ai pu créer, on évoque tous ces sujets-là. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter ou reconsulter les différents contenus et vous trouverez certainement des réponses à vos questions. Alors, pour l'épisode du jour, c'est une double interview de nouveau avec Victor Bosoni qui a fait un coup d'éclat en remportant coup sur coup la Desertus Bicus et The Tracas 560, donc Victor ultra cycliste. La spécificité, c'était que ces deux épreuves n'étaient séparées que de 10 jours d'intervalle. Donc déjà, enchaîner les deux, c'est compliqué. Mais alors, gagner les deux, c'est encore plus compliqué. Donc, il va nous expliquer les clés de cette réussite. Il sera accompagné aussi par son coach. Du coup, on va faire un échange à trois où je vais leur poser des questions sur ce qu'ils ont mis en place, leur méthode pour réussir déjà à gagner une des épreuves et puis pour enchaîner avec la performance sur l'autre épreuve, The Tracas 560. Donc, un épisode riche d'enseignements où Victor se livre et nous livre les clés aussi de sa réussite, sa manière de penser dans l'ultra, ce qu'il a envie de mettre en place, etc. sur le plan de l'entraînement, de la nutrition, du mental et puis de ses différents projets. Donc je remercie Victor et Cédric pour leur venue sur le podcast parce que ça a été très très intéressant. Avant de vous laisser avec l'écoute du jour, des petites nouvelles sur le plan personnel et athlète. Donc j'ai participé il y a maintenant environ un mois à la Race Cross Espagne. J'étais initialement inscrit sur le 1000, mais vous savez ce qui s'est passé, j'ai eu un accident grave. Et donc la reprise a été très très courte. C'était pas gagné. Déjà simplement d'être au départ, c'était une grande victoire. Donc je me suis aligné sur le format 300 et ça s'est très bien passé. Un parcours difficile, on a eu beaucoup de dénivelé, des routes pas toujours simples, des forts pourcentages, mais sur la province de Valence, là, c'était vraiment somptueux. Donc, un superbe parcours concocté par l'organisation et un départ à minuit, une spécificité. Donc, pas toujours simple, surtout pour une reprise, de reprendre en partant comme ça de nuit. Donc j'ai réussi à gérer la nuit, mais ça a été quand même assez compliqué. J'ai eu des coups de fatigue, etc. C'est pas ce que je préfère. Mais voilà, j'ai bouclé le parcours en un temps plus qu'honorable. Je suis vraiment très content. Et ça a été le bout d'un cheminement. C'est tout un symbole et je remercie l'organisation, l'organisateur Arnaud Manzanini qui m'a accueilli sur place et qui a été toujours là, bienveillant, à m'envoyer des messages pendant ma convalescence. Donc ça a été un grand ouf de soulagement pour moi et je suis content d'avoir partagé ça aussi avec mes parents parce que mon père aussi a participé aux 300 km. Ma maman qui est toujours là dans nos aventures était là pour nous accueillir aussi à l'arrivée. Donc une belle épreuve aussi familiale et pour boucler la boucle comme tout un symbole de cette guérison. Donc là, la prochaine étape, ce sera, j'ai réussi à avoir un dossard sur la Race Cross France 500 km. Donc on passe un cap. Il y a environ entre 11 et 12 000 mètres de dénivelé. Donc c'est un parcours qui va être riche en dénivelé, mais magnifique parce qu'on va monter à la cime de la Bonnette en partant de Digne-les-Bains pour rejoindre Mandelieu. Donc j'ai hâte de me confronter à ce parcours-là et de passer encore une fois un cap. Là, au jour d'aujourd'hui, ça fait 6 mois depuis l'accident, les sensations sont très bonnes. J'ai une envie débordante et j'arrive à augmenter et à faire des grosses semaines d'entraînement et à retrouver toutes mes sensations. Donc c'est plutôt très positif et j'ai hâte, là, maintenant ça va être pas tout à fait fin juin,
d'ici un mois d'être au départ de cette Race Across France 500. Ce sera aussi l'occasion de voir les athlètes que j'encadre qui sont sur le format 1000, mais aussi sur le format 500. Donc ça va être une belle fête autour de l'ultracyclisme. Sur le plan professionnel et coaching, je vous le dis, je vais me lancer dans la création d'une formation. Ça fait longtemps que j'ai ça en tête. Alors je prends mon temps pour réfléchir qu'est-ce que je vais mettre dedans, mais courant rentrée ou fin d'année, je veux proposer un produit qui permettra à tout à chacun qui veut se lancer dans les épreuves d'ultra-endurance d'avoir tous les conseils adéquats, que ce soit sur le plan de l'entraînement, de la nutrition ou encore de la préparation mentale. Donc je vais voir comment je vais imbriquer tout ça. Mais j'ai hâte de me lancer aussi dans ce nouveau projet et ça fait un moment que je souhaite le faire. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas et dites-moi si ça vous intéresse aussi d'avoir ce type de formation à distance, en ligne, avec des vidéos de ma part et des supports éducatifs aussi. Donc ce sera très intéressant et c'est un nouveau projet que je souhaite me lancer. Voilà. Donc, je vous souhaite maintenant une bonne écoute du jour. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire des retours. Ça pousse à continuer à produire du contenu et à inviter des invités toujours plus inspirants les uns que les autres. Donc, j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas si vous avez aussi des questions. Et allez soutenir Victor parce qu'il a vraiment un beau projet et c'est agréable d'échanger avec une personne comme ça. Voilà. Je vous laisse avec l'écoute du jour. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Salut. Bon, ben, salut Victor. Salut Cédric. Salut Guillaume. Salut Guillaume. Bon, ben, honoré que vous soyez là. C'est cool. Après Bah, ce petit coup d'éclat que tu nous as fait, Victor, avec un double enchaînement Desertus Baicus et The Traca. Donc, déjà, avant de revenir sur ça, j'aimerais quand même que tu te présentes. ouais. Tu as un parcours sportif atypique parce que tu as été quand même en élite en cyclisme. Aujourd'hui, tu fais de l'ultra, mais je veux que tu reviennes un petit peu sur les causes, ce qui t'ont amené justement à passer du cyclisme à l'ultra distance. Et c'est pas, somme toute, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, moi, j'ai commencé le vélo il y a pas mal de temps, en minime 2. Je crois que j'avais 15 ans à peu près. Et, euh, et du coup, bah, j'ai grimpé un peu dans les catégories comme ça. Au début, c'était difficile. J'arrivais pas à tenir le peloton quand j'ai commencé. Je prenais vraiment des gros éclats. Et puis petit à petit, j'ai progressé jusqu'à atteindre, comme tu l'as dit, le niveau élite, niveau en National 1. J'ai fait 2 ans et demi, du coup, 2 ans au SCO Dijon. Donc Et là, tu avais quel âge? quand je suis passé en élite, bah, j'avais Ouais, 18 19 ans. d'accord. Et, euh, et puis, du coup, voilà. Et à la fin, j'avais un peu plus de difficultés. Je progressais plus trop, même je régressais parfois dans des domaines d'intensité comme le sprint. Et du coup, à un moment, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passait? Mon directeur sportif a essayé de faire plein de choses. J'ai changé plusieurs fois d'entraîneur, mais rien, ça ne changeait rien. Et puis, on a regardé un peu mes, mes, mes prises de sang. Et puis, on a vu qu'il y avait un problème au niveau de la testostérone où j'en avais très peu. Et depuis pas mal de temps, depuis le début que j'en faisais, en fait, des prises de sang. Et puis, du coup, je suis allé voir un endocrinologue qui m'a dit que c'était un problème génétique. Donc ça n'avait rien à voir parce que tu vois, il y a des fois des problématiques quand même liées à la restriction calorique. Ça n'avait rien à voir. Tu n'as pas impacté ton capital hormonal du fait justement peut-être d'aller chercher un poids trop faible ou autre, ou tu penses réellement que c'est seulement et uniquement génétique?
Je peux pas le confirmer à 100%, mais en tout cas, c'était bien génétique. J'ai fait une étude génétique qui a confirmé la chose. D'accord. Et, mais je sais pas s'il y avait d'autres choses, mais de toute façon, bah, fallait faire un traitement. Du coup, j'ai été contraint d'arrêter le cyclisme en élite et, pour me soigner. Et du coup, dans le même temps, quand j'étais élite, je m'intéressais à l'ultra, je regardais un peu ce qui se faisait avec, voilà, je me souviens, voilà, Fiona Kolpinger sur la TCR, qui avait fait une performance exceptionnelle. Et puis ensuite, je me suis intéressé, j'ai regardé Steven Loyarik, et du coup, je me suis intéressé de plus en plus. Et puis quand j'ai décidé d'arrêter, en fait, pour moi, c'était tout naturel de continuer le vélo parce que déjà j'adorais ça et puis faire de la longue distance parce que ça m'intriguait et j'ai commencé en faisant des petits trucs de mon côté comme les 7 majeurs et faire un petit tour de France pour aller voir les membres de ma famille que j'avais plus l'habitude de voir à cause des rythmes des courses tous les week-ends, on ne pouvait pas voyager et du coup, ça m'a bien plu. J'ai testé de faire un 24 heures. Et puis, je me suis dit l'année suivante que j'allais m'inscrire sur une épreuve. Et du coup, j'ai arrêté mon traitement pour pouvoir m'inscrire sur une épreuve. Et en arrêtant mon traitement, on a vu que mon taux de testostérone était resté à la normale et que Ok. en fait, ça avait relancé la machine. Et du coup, j'ai été guéri. C'était parfait. Et du coup, je me suis lancé sur la Northscape. Et t'as pas choisi le plus petit des morceaux pour commencer quand même. Non, non, parce que je voulais vraiment quelque chose qui me parle et qui me fasse rêver. Et la Northscape, j'avais vu que justement Steven Yarrick quelques années, pardon, avant. Et, euh, et puis j'ai vu qu'elle passait par Dijon et du coup chez moi et je me suis dit c'était le moment parfait pour m'y inscrire. Et puis j'ai passé un voyage exceptionnel, une arrivée incroyable au Et Cap. même arrivé trop vite. Oui, je suis arrivé trop vite, mais bon, c'est pas ça que je retiens, moi, c'est Ouais. vraiment le voyage et que ça m'a confirmé plein de choses sur ce que je voulais faire. Ça n'a pas été une contrainte, quoi, en fait, de passer de. Ni un regret de passer potentiellement avoir ce rêve professionnel et de passer sur l'ultra-distance. Ça a été naturel quand même pour toi. Ouais, ça a été naturel, et puis je pense que enfin, j'ai vu quand même un signe, parce que les années que j'ai vécues, la dernière, ma deuxième année en espoir, c'était pas très drôle. J'avais fait une bonne première année espoir, mais la deuxième, voilà, je sentais déjà que je stagnais. Les relations avec mes directeurs sportifs n'étaient pas terribles et je me sentais plus très à ma place. Ouais, et du coup, je ne l'ai pas vécu comme un regret, même si aujourd'hui j'ai des copains qui sont professionnels. Je les suis tous les week-ends et je sais que quand j'étais avec eux, j'étais pas plus nul, j'étais à leur niveau. Et c'est vrai que j'aurais pu me dire que c'était un regret, mais je suis super content pour eux et je suis super content pour moi aujourd'hui. Je me sens super bien, je me sens à ma place et dans une discipline qui me ressemble et c'est top. Bon, bah, c'est le principal. Donc, quand tu as commencé dans l'ultra-distance, tu t'es auto-entraîné, j'imagine. Tu n'as pas eu recours à du coaching. Ouais, j'ai fait une année, l'année de la Northscape, j'ai fait une année au feeling en fait, en faisant des choses un peu farfelues sans me prendre la tête. Par exemple, je travaillais en alternance. Et du coup, la semaine, j'avais pas beaucoup de temps pour m'entraîner. Je faisais 2 heures maximum. Et le week-end, je me faisais des grosses sorties. J'allais faire 300 km. J'habitais à Millau à cette période. J'allais faire 300 km pour aller voir la mer. Et je revenais. Et puis ouais, je me prenais pas la tête. Mais je progressais pas beaucoup.
c'est pour ça que j'ai contacté Cédric parce que j'avais besoin aussi de retrouver un entraînement structuré parce que j'avais connu que ça presque quand j'étais coureur et c'était quelque chose qui me correspondait bien et j'aime beaucoup cette sensation de progresser, de faire confiance au processus et avec Cédric c'est super parce que je progresse très vite et, euh, et avec des nouvelles méthodes. Et ouais, ça, Bah, c'est beaucoup de plaisir. on- on va y venir, mais euh, Cédric, je vais te laisser te présenter parce que moi, je te connais par l'intermédiaire de la chaîne YouTube Les Watts depuis un petit moment. Et donc, bah, j'ai appris que tu collaborais avec Victor. Et ben, présente-nous, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il me semble que tu n'es pas coach à 100%, mais tu as un métier de professeur à côté, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc, moi, ça fait un peu plus de 10 ans que j'enseigne en école élémentaire. Donc, je suis enseignant de formation. Et puis, je me suis passionné par l'entraînement, la méthodologie de l'entraînement il y a 5 6 ans. Et de cette passion-là, bah, j'ai créé ma chaîne YouTube. Je me suis lancé. Et puis, petit à petit, j'ai eu des gens aussi qui m'ont contacté pour de l'entraînement. Donc, je me suis lancé aussi dans le coaching, mais par passion. Voilà. Donc, je fais ça avant tout par passion. J'entraîne plusieurs coureurs, dont Victor. Et voilà, je continue d'alimenter un petit peu la chaîne aussi avec du contenu essentiellement centré autour de l'entraînement, hein. Je parle essentiellement que de ça maintenant. Et puis voilà, ça fait un peu plus d'1 an et demi, je crois, que j'entraîne Victor. Tu as combien d'athlètes au total? Ça varie un petit peu, entre 20 et 30. D'accord, Ouais. d'accord, ok. Et scrupuleusement, quand même, il y a une petite population d'ultra-distance ou c'est scrupuleusement quand même du cyclosportif, ce Eh qui est ben, l'orientation un petit peu de ta chaîne ouais. quand même, quoi, à la base. Ouais, c'est vrai. Bah, de base, moi, je suis avant tout cyclosportif, donc j'ai attiré plutôt des cyclosportifs, et puis quelques coureurs aussi de fédération. Et puis de plus en plus, je récupère des coureurs d'ultra-distance aussi. Donc j'en ai quelques-uns, j'ai pas que Victor. Voilà, il y a Hugo qui a fait deuxième sur la Race Cross Paris. Sylvain aussi qui a fait troisième sur la Race Cross Spain. Donc voilà, ça se développe un petit peu aussi au niveau de l'ultra. Ok, ok, ok. Et toi aussi, de ton côté, tu vois un petit peu l'essor quand même de l'ultra-distance? Ouais, alors moi, c'est un monde, même si je vois ce que fait Victor et que je suis forcément tout ce qu'il fait, je me considère pas comme un expert de l'ultra-distance. Je reste encore un petit peu extérieur à ce monde-là. Donc, je le connais pas très, très bien. Et je vois que ça se développe, effectivement. Mais voilà, je me considère pas comme un expert de l'ultra-distance encore. Je pense que je me considérerais pas un expert non plus tant que moi-même, je me serais pas Hmm. lancé dans cette pratique-là. Donc, pour le moment, moi, j'y suis pas prêt. Donc, je me contente d'entraîner des ultras, mais je vois que ça se développe, ouais, que ça, voilà. Ok, ok. Et Victor, tu as choisi de faire appel à Cédric pour quelle raison justement? Parce que tu aurais pu éventuellement t'orienter vers quelqu'un qui avait justement de l'expérience en ultra, mais tu as cherché autre chose dans dans son accompagnement du coup? Ouais, bah moi déjà, je connaissais la chaîne YouTube. Je l'avais rencontré sur l'étape du Tour en 2022. Et, et je savais qu'il habitait à côté de chez moi. Et pour moi, c'est Ouais. important la proximité aussi avec son entraîneur. Et puis, ça m'intéressait aussi de découvrir de nouvelles techniques. Moi, j'avais connu un entraînement assez traditionnel, presque un peu à l'ancienne. Et je sais que Cédric, il regarde toujours Ce ce qui se fait qui se fait au niveau ouais. scientifique, etc., les nouvelles pratiques. Et notamment le lactate, moi, ça m'intéressait et je trouvais ça cohérent aussi avec ma pratique et c'est pour ça que j'ai contacté. Ok. Et comment ensemble vous avez justement ben, appréhendé bah, la préparation de l'ultra distance? Là, je reviens vers toi, Cédric, mais par rapport à tes compétences, effectivement, moi étant coach aussi, j'utilise beaucoup bah, les entraînements, on va dire
classique de cyclisme, même pour des personnes qui font de l'ultra-endurance. J'y ajoute simplement des spécificités de la discipline. Donc, vous, comment vous avez fait pour justement préparer au mieux ces épreuves-là, sachant que, oui, Cédric, tu n'as pas pratiqué, quoi, c'est ça? Non. Bah, c'est vrai que je vais peut-être en surprendre certains, mais en fait, moi, j'ai pas vraiment appliqué une méthode ultra sur Victor, parce que là, on parle de Victor. Moi, j'ai appliqué, en fait, j'ai une approche vraiment globale de la performance, et en fait, je mets rien de côté. C'est pas parce qu'il fait de l'ultra que Exactement. je vais mettre certaines intensités de côté ou certaines pratiques, certaines méthodes. Donc moi, j'ai appliqué la même chose que ce que j'applique sur tous mes coureurs, que ce soit des cyclosportifs ou des coureurs élites ou autres. Simplement, voilà, on va effectivement retrouver quelques spécificités en termes de planification notamment, parce que les objectifs sont pas les mêmes, donc on fait pas les mêmes choses au même moment. Mais voilà, j'ai donné du sprint à Victor, Mhm. on a travaillé vraiment toutes les intensités. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait aussi un petit peu sa réussite. C'est que bah, on aurait eu tendance peut-être, je sais pas, on se dit l'ultra c'est très long, c'est des épreuves très longues, donc il faut faire des très gros volumes, des Ouais. longues sorties. Et en fait, on a plutôt fait l'inverse avec lui. Alors certes, il a quand même des gros volumes, il s'entraîne beaucoup, hein. Il s'entraîne entre 20 et 25 heures semaine en fonction de ses dispos. Mais on a rarement dépassé les 6 heures de sortie, par exemple, avec lui. Voilà. Ouais. Alors qu'il prépare des objectifs qui font bien plus que ça. Mm. Et voilà, moi j'ai eu une approche plutôt similaire à ce que je peux faire avec d'autres. Simplement, voilà, on a appliqué certaines techniques, certaines méthodes qui sortent un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce que peuvent pratiquer le monde amateur, hein. Il y a on a mis certains protocoles en place, certaines techniques qui sont intéressantes pour tous les cyclistes, en fait, pas que pour les ultras. Bah, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que si tu deviens un meilleur cycliste, Ouais, c'est ça. automatiquement, sur du long, tu vas mieux appréhender la distance. Alors, bien évidemment, tu l'as souligné, mais faudra bien évidemment quand même passer un petit peu de temps sur le vélo. Tu peux pas préparer de l'ultra, pour moi en tout cas, en faisant des sorties de 3 ou 4 heures maximum. À un moment donné, si tu prépares du très long, tu es obligé de passer quand même du temps sur le vélo ou alors d'enchaîner des sorties qui te permettent de te mettre un petit peu en difficulté. C'est surtout ça, rechercher le Ouais. volume, comme tu l'as dit. J'ai beaucoup fait ça avec Victor parce que lui, justement, il avait tendance à faire des sorties très longues avant. C'est ce qu'il disait, ses 300 bornes quand il allait voir la famille ou les amis. Ça, on l'a très peu fait au final. Au final, comme tu l'as dit, on a plutôt cherché à cumuler du volume en enchaînant les jours. Et on a cherché à cumuler du volume à des intensités, on va dire, un petit peu plus élevées que s'il avait fait du très long. Par exemple, on a beaucoup travaillé avec Victor le premier seuil. Donc, D'accord? c'est pas une intensité qui est facile. Dès Non. qu'on se met voilà, au premier seuil pendant 4 5 heures déjà, c'est déjà solide. Ah oui, quand même des fractions aussi longues au SV1, quoi, on va dire. Ouais, alors il se mettait pas au premier seuil pendant 4 5 heures, mais Ouais, disons qu'il maintenait un haut pourcentage de ce premier seuil-là, beaucoup plus haut que ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a d'accord. beaucoup de cyclistes qui ont tendance à rouler très bas. Et avec Victor, ce qui a très bien fonctionné, c'est qu'on a enchaîné 3 4 jours avec des 4 heures d'entraînement en 5 heures où il allait rouler à 80%, 85% de son premier seuil. D'accord. Donc, ça Ok. faisait quand même des grosses charges sur 3 jours, 2 3 jours d'entraînement. Voilà. Mais après, c'est des intensités qu'on va pouvoir quand même, bon, peut-être pas autant, mais un peu retrouver en ultra distance quand même, quoi. Un peu Ouais. entre deux zones comme ça, pas forcément de la basse ou très basse intensité, Mm, mm. mais un peu, voilà, alors, je sais pas sur quel modèle vous fonctionnez en termes de zone, mais voilà, plutôt de la zone 3 on peut s'en retrouver en ultra distance à travailler ça. Et je trouve que ce que tu dis, c'est très intéressant, c'est-à-dire ne rien négliger même si on fait du long, tu vois, Mm. et travailler tous les domaines d'intensité, voire même le sprint qui peut être intéressant, quoi. C'est ça. C'est ce que, enfin, je peux me tromper parce que comme je te disais, je suis pas un expert de l'ultra, mais je me renseigne quand même un petit peu et de ce que j'observe chez les autres ultras qui s'entraînent, j'ai l'impression que souvent,
bah, c'est un petit peu délaissé. Certaines intensités sont un petit peu délaissées. Voilà. Et Mm. ça, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'effectivement, comme tu le disais, il faut tout travailler pour être le cycliste le plus complet possible, le plus fort possible, parce qu'il y a aussi une histoire de vase communicant. Voilà, à force de faire les mêmes choses tout le temps, Mm. d'une part, les adaptations, au bout d'un moment, elles sont limitées. Et Mm. puis d'autre part, les intensités plus élevées, elles servent aussi aux intensités les plus basses. Ça communique. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a tout travaillé avec lui. Bah, tu seras plus économe pour une même intensité d'effort, plus haute. Et donc, automatiquement, sur du long, ben, tu vas pouvoir développer un niveau de puissance plus important que si tu n'avais pas travaillé toutes ces zones-là d'intensité. Alors, bien évidemment, la basse intensité, ça reste, je pense, dans l'entraînement que vous avez mis en place, le socle indispensable. Ouais. Parce qu'on voit ou tout ou rien, c'est-à-dire soit des personnes qui font trop d'intensité, justement, et qui ne font pas assez de basse intensité. Et comme tu le dis, et puis individualisé. Je pense qu'en fonction du profil, t'encadres, comme tu l'as dit, entre 20 et 30 personnes. Chaque athlète, même s'il y a un corps commun, il y a quand même des spécificités en fonction de chaque individu pour le faire progresser lui spécifiquement, quoi. Bien sûr, ouais, bah après, une des grandes qualités de Victor, c'est la récupération aussi. Voilà, il récupère très bien, il est capable de. C'est là où il m'impressionne par rapport à d'autres coureurs, c'est qu'il est capable justement d'enchaîner des sorties à 80-85% du premier seuil toute la semaine, quoi. Voilà, ça, je vois très peu ça chez d'autres coureurs. Et à un moment donné, on a besoin de récupérer aussi. Mm. Voilà, souvent, je suis même obligé de lui mettre des sorties un petit peu plus basses parce qu'il a tendance à pousser trop fort. Mais ouais, il est impressionnant à ce niveau-là, c'est que lui, il est capable d'encaisser des grosses charges. Et donc, ça permet aussi d'adapter, comme tu le disais, l'entraînement pour aller pousser un petit peu plus loin parfois sur certains blocs d'entraînement et de jouer avec cette récupération-là, d'en profiter, quoi. Ok. Vous utilisez, j'imagine, un capteur de puissance. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et pour tout ce qui est testing terrain, bah, tu nous as évoqué avant le côté lactate. Je sais que toi, Cédric, tu es un adepte du lactate testing. Tu peux nous expliquer ce que vous avez mis en place avec Victor sur ça? Bah, c'est très simple, hein. On a fait des tests au début quand on a commencé à travailler ensemble pour calibrer ces zones d'entraînement, hein. Donc, premier seuil, deuxième seuil, pour prendre des repères. Et puis, à partir de ces repères-là, bah, on a calibré ces zones d'entraînement et puis toutes les séances, toutes les intensités. Et puis, on a refait quelques tests durant la saison pour contrôler l'évolution et puis l'impact aussi des blocs d'entraînement, voir si ça bougeait ou pas. Ça a pas trop mal bougé sur la première année de mémoire. Il avait gagné quand même pas mal de watts au niveau de ces deux seuils. Ça a un peu ralenti là ces derniers temps, mais bon, après, voilà, c'est ce que je lui disais. Il était un peu déçu là sur le dernier test, je me rappelle, parce que ça n'avait pas beaucoup bougé. Mais en fait, les seuils, enfin, les valeurs absolues au seuil, c'est qu'une partie de la performance. Voilà, il n'y a pas que Exactement. ça. Il y a pas que ça, c'est ce que je disais. Il a énormément progressé en Il y a endurance. la fraction de soutien aussi Voilà, de c'est ces ça. seuils. C'est Mm. ça. C'est là où il a beaucoup progressé cette année aussi. Donc voilà. Et donc, vous avez utilisé quand même des tests classiques type PMA, FTP ou des choses comme ça, ou pas du tout, Non, que le testing lactate non, pour pas du définir. tout. Non, non, pas du tout. Tu n'utilises plus ça, toi? Tu es vraiment scrupuleusement sur le lactate? Non, j'utilise encore les tests de puissance critique avec ben, notamment les coureurs qui n'ont pas accès Ouais. au lactate Mm. testing parce que j'ai des coureurs qui sont très loin, j'ai des coureurs qui vivent même à La Réunion, donc je ne peux pas les tester. Ouais. Alors, des fois, j'arrive à les former à distance et puis des fois, ben, ils n'ont pas forcément envie de s'investir là-dedans, donc je fais des simples tests de puissance critique. Et puis, ça m'arrive aussi de faire les deux avec des coureurs qui ont besoin aussi voilà, de se faire un petit peu mal, de voir un petit peu où ce qu'ils en sont au niveau de leur profil de puissance, mais c'était pas un besoin spécialement de Victor de se tester, de faire des efforts à bloc. Je crois que t'es pas spécialement adepte de ça. Donc c'est pour ça qu'on s'est cantonné au test lactate. Et puis de toute façon, ce qui est vachement intéressant aussi, c'est de voir qu'il progresse simplement en enchaînant les séances. Quand Mm. il indique le RPE, les sensations, quand Voilà, on tu voit les, travailles quand même avec le RPE, quoi, ah aussi. oui, Ouais. oui, 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 ouais. Il le met sur toutes les séances, donc c'est comme ça aussi que je vois qu'il évolue. C'est que les watts montent, le RPE, bah, il monte pas forcément, voire même des fois il descend, et puis voilà, il récupère de mieux en mieux aussi, c'est un signe de progression aussi, hein. Il est capable d'enchaîner des séances difficiles de plus en plus rapprochées, de plus en plus souvent.
Comme il a fait là, en plus, il a fait un sacré exploit en enchaînant Grave. Desertus et Traka. Donc voilà, ça c'est un signe de progression aussi. Je pense qu'il n'aurait pas été capable de faire ça il y a 1 ou 2 ans, quoi. Ok, ok. Avant de justement de revenir sur Desertus et Straka, je voulais savoir si vous avez eu quand même recours à, je crois, Victor, t'avoir vu faire un peu de musculation, parce qu'on parlait avant de spécificité de l'ultra-distance, et je trouve qu'il y a une spécificité qui est souvent négligée, et c'est un peu moi qui viens de l'ultra-trail à la base, c'est la résistance musculaire aussi, tu vois, Mm. sur le très, 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 très long. Mm. Et je pense que là, la musculation a tout son intérêt pour justement développer de nouvelles unités motrices qui te ramènent à être plus résistant sur le très long, gagner en force. Donc, est-ce que vous avez eu, vous, recours à des protocoles comme ça avec musculation ou pas? Vas-y, Victor, je te laisse. Ouais, ouais, on a bien bossé la musculation. Cet hiver, voilà, on a fait même des fois 3 séances semaine. Ah oui, ouais. Donc, ouais, j'ai vu que j'ai beaucoup progressé. Je pense que j'ai pris aussi du muscle. Et moi, je trouve que ça m'apporte quand même pas mal sur l'ultra, aussi au niveau de la prévention des blessures. Je sais que ça me renforce tous mes tendons, ça me renforce ouais, au niveau musculaire. Et ouais, je trouve que c'est un bel apport et on se sent beaucoup plus fort. Moi, en tout cas, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien. Et vous avez fait quoi en musculation? Alors, vous avez travaillé avec des charges lourdes ou pas du tout? Ouais, ouais, on fait de la force max. D'accord? Peut-être que Cédric il pourra en parler mieux que moi, mais Ouais, bah, effectivement, on a commencé au début avec des séries un petit peu plus longues, le temps d'adapter tout ça. Et puis, au fur et à mesure des semaines et des blocs et de l'avancée de la saison, on a réduit la longueur des séries pour se rapprocher d'un travail un peu plus typé force max sur des séries très courtes avec très peu de répétitions. Voilà, 4 répétitions par série max. Donc, sur des exercices très basiques, hein, back squat, fente, Ouais. voilà. Et puis on a gardé, ben, je pense que c'est aussi ce qui a joué aussi sur la progression de Victor, c'est il est très rigoureux, très régulier là-dessus, et il a réussi à conserver quasiment une séance de rappel toute l'année. Il a quasiment rien loupé, je pense, hein. Enfin, tu confirmeras ou pas, mais t'as pas loupé grand-chose. Et voilà, donc petite séance de rappel, 30 minutes, hein, pas plus, hein, avec 3-4 exos très très courts, Mm. avec 2-3 séries par exo. Et ça permet de conserver les gains toute la saison. Parce Et que là, toi, tu le conseilles quand même de le faire toute l'année, quoi, du coup, des sollicitations comme ça musculaires? ouais, Ouais. moi, c'est hyper intéressant, c'est hyper important. On peut sauter une séance de temps en temps. Je veux dire, si on fait une séance tous les 10 jours, ça va pas. Voilà, on va pas tout perdre, c'est pas grave. Mais être régulier et conserver un rappel régulièrement toute la saison, pour moi, c'est hyper important. Ouais. Ce serait vraiment dommage, je trouve, d'arrêter la musculation pendant 3-4 semaines parce qu'on perdrait une partie des bénéfices, peut-être pas tout, mais quand même une bonne partie. Et quand il faut se relancer, c'est d'autant plus pénalisant parce que les courbatures reviennent très vite. Exactement. Il faut se relancer, il faut enchaîner avec les séances sur le vélo. On n'a pas des bonnes sensations. Donc c'est pour ça que moi je conseille vraiment de conserver un rappel régulièrement toute l'année. Comme ça, on évite ces courbatures-là. En tout cas, elles sont très limitées. Ça dure 1 jour, 2 jours grand max. Et comme ça, on est performant sur les séances à vélo. Ok. Et Victor, tu as quand même fait un petit peu au niveau du haut du corps aussi pour renforcer tout ce qui était nuque, etc. ou pas du tout? Parce que bon, en ultra Non. distance, avec la position quand même prolongée, il peut y avoir certaines problématiques autour de ça. Non, t'as pas de Non, souci, toi, avec ça. non, j'ai pas de souci, mais c'est vrai que ça pourrait être quelque chose à mettre Ouais. en place. Mais je sais que ce que je fais déjà en musculation m'apporte un gainage quand même. Euh, mais, euh, mais ouais, ce serait à voir. Je crois qu'on va peut-être. Ouais, on en a discuté il n'y a pas longtemps d'ailleurs tous Ah, les deux. Ouais. Donc ouais, effectivement, après, voilà, il y a des exercices comme le back squat, quand on porte très lourd, oui, forcément, on se renforce au niveau du dos, la sangle c'est complet, abdominale. quoi. Voilà, c'est assez complet. Mais je pense que tu as raison, Guillaume. Je pense que c'est un axe, un futur levier de progression Mm. aussi pour lui,
de rajouter un petit peu de core training à certains moments aussi. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais. 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 Oui, moi je le fais faire aux athlètes que j'accompagne là, qui font du ultra. On délaisse pas le haut du corps parce que j'en ai certains qui me disent ouais, j'ai eu des courbatures par exemple au triceps, des douleurs au niveau de la nuque, etc. Et quand on met quand même un petit protocole en place, alors même pour ceux qui n'ont pas accès à du matos, on y arrive aussi. Eh ben, rapidement, il y a quand même des gains qui se font surtout pour des débutants qui ne font pas de musculation du tout, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et il y a quelque chose aussi, je sais pas si ça peut intéresser ton audience, mais il y a quelque chose qu'on a mis en place qui est très complémentaire aussi à la musculation, Ouais. qui a, je pense, pas mal aidé Victor aussi cette année. C'est le torque training, donc le travail à Hein? basse cadence. On en a fait beaucoup et on conserve aussi un rappel régulièrement. Ça, c'est quelque chose que j'ai piqué à John Wakefield, qui est directeur de la performance chez Bora. Donc, c'est quoi? C'est du travail de force alors? Ou Ouais, d'endurance de force? ouais, c'est ce que les gens appellent travail de force. Moi, je préfère utiliser le terme de torque parce que c'est pas vraiment, Hmm. on gagne pas vraiment en force avec ce travail-là. Oui, c'est l'appellation qui est un peu biaisée, Ouais, mais moi c'est je ça. l'utilise aussi comme ça. Je fais faire du travail Ouais. de force, mais j'appelle pas ça torque. Mais oui, Ouais, effectivement, c'est ouais. ça, c'est ça. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pendant longtemps, on pensait que ça faisait gagner de la force, et en fait, non, ça fait pas gagner de force. On n'est pas plus fort sur le vélo. Par contre, il semblerait, c'est ce que John Wakefield partage. Apparemment, il est en train de faire en plus des papiers scientifiques sur le sujet, c'est qu'on gagnerait en durabilité à pratiquer ce type de travail-là. Et d'autant plus en ultra, où les épreuves sont très longues et on a tendance avec la fatigue à perdre en cadence. Exactement. Et donc ce travail à basse cadence est d'autant plus intéressant pour les coureurs d'ultra. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup fait progresser Victor aussi cette année. Et vous le faites dans quel domaine d'intensité alors du coup? Victor, Ouais, c'est de la zone. Est-ce que c'est là, tu restes Non, simplement à basse non. intensité ou est-ce que non, tu non, vas non. chercher des intensités plus Non. hautes mais à basse cadence? Ouais, on va chercher au-dessus du deuxième seuil, hein, Ouais, ouais. Mm. donc, Exactement. ouais, C'est c'est dur. très intense, c'est très dur parce que je vais Ouais, c'est dur. à 30-40 RPM. Ouais, Donc, ça pique. ça pique, hein, ouais, ça pique. À la fin, je dois faire de l'endurance en zone 2. Des fois, c'est dur de se remettre en route. Là, on le sent passer, ouais. C'est des séances sur lesquelles on va chercher en termes de RPE un 7 voire un 8 sur la dernière Mm. série, quoi. Ouais, ouais. Mais ce que tu dis, Cédric, c'est vrai que c'est-à-dire que plus l'effort s'allonge et plus la cadence de pédalage Hmm. ben, diminue indéniablement. Et donc, oui, c'est un critère en ultra distance. Et puis, je pense que moi, je le fais travailler à tous les athlètes, cette histoire de force torque. Et je trouve vraiment qu'il y a des bénéfices sur l'ultra. Et je pense même pour des Ouais. Ah cyclosportifs, ouais, hein, j'allais le c'est dire. indéniable. Hein. C'est Moi, je le indéniable. pratique aussi personnellement, ouais, sur des épreuves de 5-6 heures. Je sens clairement les bénéfices, donc sur de l'ultra d'autant plus, quoi. Mm. Ok. Tu l'as évoqué, Cédric. Il a gagné enfin, d'abord Desertus et The Traca. Alors, Victor revient. Ouais, grand bravo parce que pour enchaîner les deux épreuves, c'est déjà compliqué. Mais alors, pour gagner les deux épreuves, c'est encore plus compliqué. Donc, rappelle-nous un petit peu comment s'est déroulé bah, la Desertus, puis après The Traca. Et surtout, ce que je voudrais que vous expliquiez, c'est comment vous avez géré cette phase courte parce qu'il y avait 10 jours, je crois, entre les deux Ouais, épreuves. c'est ça. Mm. Mm. Donc, entre un 1400 km pour commencer, en fait, tu as fait une pré-fatigue, tout simplement. Et après, le Et après, j'ai 560, c'était surcompensé. déroulé, ouais. La Donc, pré-fatigue a été la plus difficile, du coup. ouais, ouais, ouais. Donc, explique-nous un petit peu Ouais, ça, Victor. alors bah, la Désertus, ouais, c'était 1400 kilomètres et en plus, on n'a pas eu une météo facile cette année avec une grosse pluie la première nuit et du froid. Vraiment, ouais, c'était vraiment pas facile. Je pense que voilà, l'organisme, ça a vraiment coûté sur la fin. Et ouais, en plus, c'était assez difficile parce que je suis arrivé un peu avec du retard au premier CP.
Je pensais arriver premier, Il y avait mais plutôt Stéphane Lombard. ouais, il y avait Stéphane Lombard. Lui, il avait pris une route différente de la mienne. Et je pense qu'il avait une route meilleure parce que nous, on s'est retrouvé avec du vent de face jusqu'à Burgos et ouais, sur un faux plat montant. C'était assez compliqué. Et du coup, ça m'a mis un petit peu le doute et ça a aussi voilà, changé mes plans. Je m'imaginais dormir beaucoup plus loin le premier soir. Et du coup, bah, je me suis couché plus tôt que prévu. J'étais un petit peu fatigué, je pense. Je suis pas arrivé avec la bonne dose de sommeil. Je pense que ouais, c'était un peu compliqué. Et finalement, la première nuit m'a fait du bien. J'ai dormi 5 heures. Stéphane avait dormi 1 heure et demie de son côté. Du coup, quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'il n'était pas si loin que ça. Et moi, j'avais pris une route assez différente, beaucoup plus plate. Et du coup, en fait, je me suis retrouvé avec du vent assez favorable. Et j'ai pu le remonter toute la journée, refaire mon retard. Et au CP2, je suis arrivé avec ouais, 15 minutes derrière. Et finalement, ouais, à la tombée de la nuit, il nous restait plus que ouais, 400 kilomètres et j'arrive à passer devant lui. Mais Tu l'as là, croisé sur la route? Non, pas du ouais, tout. Ouais. j'ai croisé, en fait, il s'était arrêté dans une station-service et j'ai eu le temps de crier son nom et de lui faire un coucou. Et puis, et puis, du coup, on a continué comme ça. Et puis, je pensais voilà, continuer sur ma lancée. En plus, voilà. J'étais assez étonné parce que sur le deuxième jour, en fait, j'ai réussi à tenir une bonne puissance toute la journée et sans trop de dégradation par rapport à la veille. Du coup, j'étais assez content. J'arrive, je crois que jusqu'au CP2, je crois que j'avais plus de ouais, 30,5 de moyenne. Ouais, super content. Et je m'imaginais continuer sur ma lancée dans la nuit avec l'euphorie, avec l'adrénaline de la ligne d'arrivée qui se rapprochait. Et finalement, ça a été assez différent. J'ai eu ouais, une grosse panne de jambes, des difficultés au niveau de la respiration. Je pense que j'étais ouais, avec la pluie de la veille, je suis tombé Ouais. un peu malade. J'avais les bronches assez prise, j'avais des glaires et une fréquence respiratoire vraiment très haute et une amplitude très basse et je suffoquais un peu alors que j'étais vraiment à une intensité ouais, en termes de puissance très basse et du coup ça m'a mis un peu en difficulté je pense toute la nuit. Et en plus, voilà, avec le manque de sommeil, j'avais des douleurs qui apparaissaient, notamment au tendon d'Achille. Et du coup, Stéphane était toujours proche de moi. On était à 3 kilomètres l'un de l'autre toute la nuit. C'était vraiment intense. Pas en termes de puissance, mais Psychologiquement. psychologiquement, c'était d'une intensité folle. Et au lever du jour, il met une story sur Instagram où il dit qu'il arrête de faire la course avec moi parce qu'il a des douleurs à la selle. Et du coup, dans le même temps, bah, moi, tout se relâche. Et là, j'ai des douleurs au tendon d'Achille ouais, qui me font trop mal. Et je termine à 140 watts dans la dernière montée. J'avançais plus. Et, et ouais, c'était très long jusqu'à l'arrivée avec la descente, les vibrations qui me faisaient trop mal. Je pouvais plus pédaler. Et du coup, bah, quand je suis arrivé, et bah, je me suis dit, j'ai pensé à The Traka et je me suis dit, oula, Ça va être compliqué. ça va être compliqué d'être rétabli. J'arrivais même plus à marcher, en fait. Ah oui, carrément. Ouais, c'était hyper compliqué. Et ouais, je me disais, bon, bah, The Traka, si j'y suis, ce serait vraiment une super nouvelle. Mais ouais, peut-être la faire en bikepacking ou sur plusieurs jours, j'imaginais. Et finalement, la récupération s'est passée vraiment bien. J'ai fait très attention de mon côté à tout ce qui était
sommeil, tout ce qui était voilà, nutrition, et puis faire attention à mes articulations, en prendre soin, me faire des bains d'eau glacée, etc. Et finalement, chaque jour, ça allait de mieux en mieux. Et puis, euh, et puis voilà, et puis ensuite, voilà. Et Non, du coup, ouais, pour revenir juste sur le côté sommeil, ouais, tu as géré comment sur la Désertus? Parce que tu vois, là aussi, on entend un petit peu tout et n'importe quoi. mm. Et toi, tu pars avec quelle stratégie plutôt sécuritaire et tu aimes bien dormir pour avoir de bonnes sensations sur le vélo? Ou alors tu dors très peu, mais tu serres les dents en ayant de mauvaises sensations? C'est un peu les deux extrêmes, on va dire. Bah, moi, je suis plutôt du fait de dormir beaucoup. Après, sur la Desertus Bacchus, j'étais venu aussi pour voir Oui, comment tu pouvais réagir comment je avec le pouvais manque de réagir sommeil? en dormant un peu moins. Parce que, en fait, la Desertus Bacchus, c'est quand même un format de 3 jours. Et 3 jours, je pense que c'est peut-être le format le plus dur en ultra parce que tu as Ouais. une première nuit sans dormir, une deuxième nuit où tu dors, mais la troisième nuit, si tu veux jouer la gagne, tu es obligé vraiment de te Hmm. restreindre. Et ouais, c'était vraiment ça, l'inconnu pour moi. J'avais jamais fait d'épreuve aussi courte, entre guillemets. Et ouais, mais je préfère, voilà, je préfère dormir. J'aimerais bien voir ce que ça aurait donné si j'avais dormi la dernière nuit, même un tout petit peu, 1 heure et demie ou 3 heures. Peut-être que je serais arrivé avant. Ça, je sais pas. Ce serait à retester. Ok, ok. Mais j'avais eu en interview Lucas Becker qui avait gagné la RAF Ouais. 2500 l'année dernière et lui, dès les premières nuits, avait mis des stratégies en place où il dormait ouais, entre 3 et 5 heures par nuit et puis ça a payé. Il a rattrapé des personnes qui certes allaient plus vite au début, mais qui par après le manque de sommeil, ben, indéniablement, le phénomène que tu as peut-être ressenti est dû à ça, une baisse considérable des capacités physiques, quoi, hein. Tu n'as plus de watts, tu n'as plus rien. Puis au-delà de ça, tu peux prendre des risques hein, parce que Ah oui. tu manques de lucidité, etc. Donc, c'est pas agréable, quoi. Non, mais de toute façon, moi je suis convaincu que, il faut dormir en ultra parce que le sommeil, c'est la base de la récupération et Mm. c'est la base de la performance. Si tu dors, tu te sens mieux, tu es plus fort, en fait, il y a que des points positifs et Mm. tout ce que tu perds peut-être en dormant en plus que si tu ne dormais pas, tu gagnes de toute façon et en plus tu gagnes du plaisir et plus l'épreuve est longue, plus il est important de dormir et plus ça aura des bienfaits. Et ouais, il y a eu sur la Désertus, ouais, il y a eu des moments assez. J'ai eu des témoignages de personnes qui avaient peu dormi, qui étaient un peu inquiétants, ouais. Ouais. Donc, du coup, bah, tu termines Desertus, tu te dis, bon, est-ce que je serai au départ de The Traca déjà? Et comment vous avez géré avec Cédric bah, la partie entraînement? Bon, là, tu as dit, tu as mis focus sur la récupération pour justement, voilà, sommeil, j'imagine aussi nutrition, bien évidemment, pour bien récupérer, etc. Mais d'un point de vue entraînement, ça a été le calme plat complet et vous avez remis en route sur The Traca ou comment vous avez fait et comment vous avez appréhendé avant en se disant, on va enchaîner deux épreuves comme ça? De mémoire, déjà, je crois que Victor, il a fait 3 jours off complet, donc sans vélo, pour vraiment récupérer, assimiler toute cette charge-là, assimiler à la fois physiquement, mais mentalement aussi, hein, surtout mentalement. Et puis après, je voulais pas que ça dure non plus trop longtemps, cette coupure, Mm. parce que voilà, faut pas non plus s'endormir. Sinon, c'est beaucoup plus dur de redémarrer après Ouais, c'est derrière. ça, c'est ça. Garder un petit peu les quelques rappels au niveau des filières pour rester efficace, performant, tout en limitant au maximum la charge et la fatigue. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'après, il a fait que des petites sorties de 2 heures. Il a fait plusieurs petites sorties de 2 heures. Il n'a pas dépassé les 2 heures. Basse intensité. Donc là, évidemment, c'est pas du 80% LT1, c'était bien plus bas que ça. Vraiment facile, hein, je lui avais dit, voilà, RPE 2, 3 sur 10, tu dépasses pas le 3 sur 10. Vraiment facile pour récupérer.
Et puis, il y a eu un petit coup de poker, on va dire, le dimanche. Le dimanche, je crois que tu partais le mercredi, je crois, c'est ça, mercredi ou jeudi, je sais plus. La course, on Ouais, part du jeudi. le jeudi, ouais. Je crois que c'est le dimanche où je lui ai mis Oui. une petite, une petite séance VO2 max. Ouais, Ça, c'était un petit peu le coup de poker. Je n'étais pas sûr de moi, hein. Voilà. Je me suis dit que déjà, c'était intéressant en termes de rappel au niveau filière, filière glycolytique, parce qu'il en aurait besoin sur la traca, ouais, parce que je ça suis part très d'accord, ouais. fort. Et en même temps, voilà, j'étais pas sûr qu'il ait suffisamment récupéré pour réaliser ce type de séance. C'était pas une séance facile, hein. C'était quand même pas facile ce que je lui avais mis. Mais je m'étais dit que soit ça passe, soit ça casse. Voilà. Si ça passe, je m'étais dit que ça allait lui donner beaucoup de confiance. Parce qu'il était vraiment Exactement. dans un manque de confiance. Voilà, il sent tous les jours, il se disait, je sais pas si je vais être capable, machin. Donc je me suis dit, allez, je lui mets cette séance-là, et si elle passe, il va être en confiance. Et non seulement elle est passée, mais il a fait ses records de puissance, je crois que sur 10 ou 12 minutes, je crois. Et donc à partir de là, dans la tête, il était super fort. Il était Ah bah, super tout à fort. fait. Voilà. Et c'était le signe qu'il avait récupéré aussi. Oui, nerveusement, hein, parce qu'on Ouais, parle, voilà, le système nerveux, il ouais, faut le laisser récupérer aussi. On parle de la récupération physique, des douleurs et autres, c'est mais ça. tu l'as souligné, la récupération mentale et nerveuse Mm, profonde, mm, digestive aussi, etc., ça se fait pas de but en blanc comme ça. Donc ça. là, c'était un bon petit test et une bonne façon de redynamiser le système nerveux, on va dire. Voilà, voilà. Bon, c'est passé, on a eu de la chance. Si c'était pas passé, bah, ça l'aurait forcément mis un peu moins en confiance. Mais après, bon, je pense pas que ça l'aurait forcément pénalisé non plus en termes de performance sur la traca. C'est juste qu'il aurait été un petit peu plus inquiet. Mais voilà, en tout cas, ça lui a donné beaucoup de confiance. Et voilà, après, ça n'était que de l'affûtage, hein, sur les 3 jours qui restaient. Tu as dû faire un jour off, je crois, et puis une petite sortie Ouais, c'est ça. récup. Voilà. Ok, ok. Et donc, Victor, bah, parle-nous de cette traca. Comment tu te sens au départ? Et puis, bon, tu arrives avec quand même le plein de confiance, du coup, par rapport à Ouais. la fameuse séance. Ouais, c'était assez incroyable cette séance. Pourtant, la veille, j'avais eu quand même des premiers signes. Et vraiment, cette séance, ouais, ça m'a donné beaucoup de confiance. Et puis même, en fait, après les séries de VO2 Max, je me sentais encore bien en zone 2. J'arrivais bien à appuyer. Du coup, ouais, je me suis dit, bah, il y a peut-être moyen. Et du coup, ouais, je suis arrivé avec bah, voilà, sans complexe et avec l'envie de bien faire. Et surtout, enfin, faut le dire, mais à la traca, bon, la Désertus, il y a déjà un plateau, mais la Ouais, traca, c'est quand même autre chose au niveau oui, oui, oui. du plateau de coureurs qu'il peut y avoir, quoi. Ouais, c'était l'une des plus grosses courses au niveau concurrence qu'on pouvait retrouver en ultra. Et ouais, bah, je savais au fond de moi que j'étais capable de jouer avec tous ces coureurs. Mais, euh, mais entre le savoir, le croire et Et le le faire. faire, il y a beaucoup de, il y a un gros gap. Mais, euh, mais j'avais travaillé sur ça, j'avais travaillé sur cette trace et je me suis lancé. Que là, le format, c'est 560, mais il y a Ouais, combien? 14 000, il me semble, en dénivelé, c'est ça? non, je crois que c'était 10 000. 10 000, 10 d'accord. 000. Mais Mais gravel, mais beaucoup plus de voilà. gravel, du coup. Ouais, il y avait beaucoup plus de gravel. Il y avait 54% de gravel. C'est quand même, pour une course gravel, c'est pas beaucoup. Mais C'est pas du gravel super engagé non plus, quoi, ouais, ça va. non, c'est du gravel très roulant. Ouais, je finis la course avec 24 de moyenne. Donc, Oui. ça roule quand même pour 10 000 mètres de dénivelé. Donc ouais, je me suis lancé. Et au début, bah, voilà, ça, c'est parti quand même assez vite avec des gros relais de marins de Maxime, fond. notamment, qui est parti en. Oui, oui, Maxime qui est parti en échappée. Mais il a fait un bon choix quand même et Ouais. il a bien vu quand même. Parce qu'en fait, derrière, ça roulait pas trop. En fait, c'est parti vite, mais ensuite, quand l'échappée est partie de Maxime, bah, en fait, ça s'est un peu relevé, ça roulotait. Et puis, en fait, le drafting était pas autorisé normalement. Et en fait, c'était Vous êtes trop retrouvé en paquet, quoi, c'est on s'est ça. retrouvé en paquet et du coup, c'était pas respecté. Jusqu'à la première grosse montée du jour qui était sur route.
Et dans cette montée, je regarde, je vois que ça roule pas trop. Moi, j'ai l'habitude de rouler à l'entraînement quand même à une Une haute certaine, oui, intensité oui. en termes de zone 2. Du coup, je me dis, bah là, en fait, je perds du temps en fait, à rester ici et j'ai aucune. Enfin, ça me sert à rien. Et je savais qu'en plus, qu'il y avait Maxime devant, il y avait que Guillaume Poinceau. Et je savais qu'il fallait pas les laisser partir non plus comme ça. Mais tu as suivi principalement quand même ton rythme et ton ressenti. T'as pas été Voilà, te c'est ça. mettre, ouais. Et du coup, bah, j'ai accéléré quand même pour partir tout seul, pour que personne prenne ma route au-dessus de la première montée. Et du coup, je suis parti. Et puis là, j'ai commencé à bien rouler. Et je suis au pied de la deuxième montée, du coup. Je reviens assez facilement sur Maxime et Guillaume. Et puis là, je fais la montée à un gros rythme quand même. J'avais pas mon capteur de puissance, mais je savais, voilà, avec tous les entraînements qu'on a fait à certaines puissances, je sais, voilà, au niveau de Oui, mon tu te connais ressenti, maintenant. Tu te voilà, connais. au niveau de mon ressenti, je sais à peu près où je suis. Donc je suis monté, je pense, ouais, premier seuil, entre le premier et le deuxième seuil, dans zone 3 on va dire. Et finalement, c'est là où je creuse un gros écart. Je crois que dans la montée, sur une 35 minutes, je mets 5 minutes au deuxième. Oui, Donc parce ouais, qu'après, tu as été seul longtemps quand même, hein, ouais, j'ai été seul jusqu'à à l'arrivée. la fin, ouais. J'ai fait 500 km tout seul devant. Et, et ouais, en regardant un petit peu ce qui se passait derrière quand même pour savoir si j'étais sur le bon rythme, si je m'endormais pas. Mais ouais, c'était jamais trop loin derrière. C'était 20 minutes, 20-30 minutes à chaque fois. Et du coup, ça me forçait quand même à garder Ça te une. mettait la pression, ça, ou pas? Ou là, tu étais plus détendu que sur la Désertus? Euh, Bah, plus détendu que ce fameux soir où Stéphane était à 30 Ouais. mètres derrière moi. Mais quand même, ça me mettait un petit peu de pression. Non, mais est-ce que Donc c'est ça- pas plus facile quand même quand on a déjà réussi la Désertus? T'arrives quand même déchargé un petit peu mentalement et tu te dis que c'est que du bonus. Donc, tu peux faire une belle course rien que par rapport au fait que mentalement, t'es plus déchargé. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je sais pas si j'étais plus déchargé. Non. Je pense pas trop. Cette course était une nouvelle course, une nouvelle opportunité. Et je pensais pas du tout à la Désertus. J'étais concentré sur mon effort et sur ce qui se passait derrière, mais j'étais aussi confiant sur ma force et surtout sur mes choix aussi au niveau technique. J'avais pris des prolongateurs et je savais que la dernière partie m'était beaucoup plus favorable que la première. Et donc, si j'arrivais sur le plat de 100 km Je m'en devant, souviens de l'année d'avant, je l'avais fait sur le sur 360. Oh, 360, voilà, horrible. entre les champs là et tout, c'est ouais, Oui. ouais. Et du coup, si j'arrivais là tout seul, avec une bonne avance, j'allais pouvoir creuser. Et c'est ce qui s'est passé. Euh, j'ai pu creuser. C'est à ce moment-là où j'ai creusé le gros de l'écart et j'ai pu finir avec 1 heure d'avance. Et, et ouais, c'était parfait. Bon, bah, ça c'est grand bravo parce que comme j'ai dit, pour enchaîner déjà les deux avec 10 jours d'écart, c'est costaud, mais alors gagner les deux, c'est que voilà, vous avez mis des belles choses en place et t'as bien géré sur le vélo ces deux épreuves-là. Euh, je juste poser la question à Cédric. Tu avais évoqué sur ta chaîne le côté nutritionnel. Est-ce que tu conseilles Victor sur ce côté-là, sur une nutrition à l'effort? Oui, oui, oui. Ça a été un gros levier de progression pour lui, notamment l'année dernière, parce qu'il avait assez peu de connaissances et il faisait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire, Bah Victor, vas-y, on veut raconte. tout Non, savoir, hein, putain. sur la Traca 360 de l'année dernière, j'étais parti avec des pâtes de fruits. Et en fait, c'est parce que j'utilisais ça à Tu dois l'entraînement. en manger là, alors des pâtes de Oui. fruits si tu veux avoir des grammes de glucides, hein. Ouais, j'utilisais ça à l'entraînement et ça passait bien. Je me suis dit, bah, faut pas changer sur la course, quoi. Je suis arrivé avec ça et mon père était là au ravito. Du coup, à chaque fois, il me ramenait un seau de pâtes de fruits sur les ravitaux.
Et à la fin, en fait, ouais, c'est plus passé. Et c'est pour ça que j'ai eu un gros coup de barre. Et, euh, et ouais, c'était vraiment pas l'idéal. Et j'ai beaucoup progressé grâce à Cédric là-dessus. Et aujourd'hui, ça va mieux. Et sur la traca, ouais, la nutrition a été très importante. Il y a deux choses voilà, sur lesquelles il a travaillé. Donc, c'est la nutrition durant l'effort. Ouais. Oui, voilà, il l'a amélioré. Et puis, on a revu la quantité en termes d'apport et puis la répartition aussi de ces apports-là. Et la deuxième chose, c'est aussi la nutrition en dehors de l'effort qu'il a Hmm. beaucoup amélioré parce que ça, du coup, il n'avait pas trop de repères. Il faisait pareil, il faisait un petit peu à la sensation. Voilà, et on s'est rendu compte qu'il mangeait pas assez entre les entraînements et il mangeait pas assez de glucides, mais il mangeait Hmm. pas non plus assez de protéines. Donc, Ouais. on a revu tout ça en termes de macronutriments aussi, grâce aussi à une petite application qu'on utilise. Et ça l'a beaucoup, beaucoup aidé aussi, ouais. 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 Ah ouais, j'ai redécouvert le vélo en fait avec la nutrition hors vélo. En fait, j'arrive à enchaîner les séances. Mais c'est ça. C'est C'est ça. c'est C'est- complètement fou en fait. Et en fait, c'est juste de manger assez de Mais glucides et de protéines et c'est tout. c'est ça qu'on oublie quand on veut enchaîner comme ça. En fait, si tu donnes pas le bon carburant à ton organisme au bon moment, tu peux pas enchaîner. Alors, au-delà du fait du caractère performance, mais tu peux aussi creuser bah, au niveau énergétique de façon trop importante et créer des déficits au niveau micronutritionnel, etc. Donc, non, la nutrition, c'est un facteur, hein, c'est un socle de performance en dehors, comme le dit Cédric. Et puis après, ben, il y a toute la gestion nutritionnelle à l'effort. Et là, du coup, vous raisonnez comment? Vous fonctionnez en grammes de glucides par heure? Alors, bon, j'imagine que sur Desertus, c'est compliqué parce que c'est tellement long. Et je le sais très bien que plus c'est long, plus il y a tout qui s'envole un petit peu. Mais sur des formats plus ou moins 24 heures, on arrive quand même à respecter un certain grammage. Est-ce que là, déjà, est-ce que tu le fais à l'entraînement? Est-ce que tu quantifies ça ou pas du tout? Ouais, je fais très attention à l'entraînement et sur la traca, justement, je pars avec un gros sac. Je crois que j'avais 1,5 kg Pas de fruits? non, de maltodextrine et de fructose. Et, euh, et je prends ça. Je sais pas trop au niveau grammage, je regarde un peu à la vue, mais je pense que je dois être à 80. Ah oui, c'est pas mal, ouais. Ouais. Ouais, 80 grammes par heure, mais Donc plutôt par du liquide alors que du solide. ouais, par du liquide parce que pour moi c'est beaucoup plus facile et beaucoup, ouais, au niveau absorption, enfin j'arrive mieux Mm, à en prendre beaucoup et puis ensuite je complète bien sûr. avec des choses que je trouve sur la route. Et des apports salés aussi, tu sais, c'est indispensable sur le long d'avoir des apports salés quand même, quoi. Ouais, après, Bah, sur le très long, en désertus, t'as quand même dû ah oui, t'arrêter. bien sûr, Voilà. Après, bien sûr. Sur comme une je te disais, traca, sur un format plus ou moins 15 à 20 heures, comme ça, on arrive à se passer de ça, mais sur des formats beaucoup, beaucoup plus longs, c'est indispensable, quoi, tu vois. oui, bien sûr. Oui, et puis d'avoir des choses un peu plus solides, des sandwichs, des choses avec ouais, un peu plus de glucides un peu moins rapides, surtout avant de dormir. C'est important hein, d'avoir aussi un apport en protéines. Ben oui. Et, mais ouais, c'est hyper important et bah, pour moi, c'est vraiment la clé de la réussite en ultra, surtout sur quelque chose de rapide comme The Tracker. J'ai eu un seul moment de coup de mou, c'est vraiment quand quand j'avais plus d'eau. En fait, je me suis retrouvé sans eau dans une montée et c'est là où j'ai senti que j'étais dans le dur. Mais sinon, durant toute la traca, même à la fin de la nuit, je me suis toujours senti super bien. Et je pense que enfin, si j'avais eu un capteur de puissance, j'aurais pas j'aurais pas eu une si grosse dégradation, je pense. Ok, ok, ok. Euh, Vous utilisez un petit peu des protocoles avec la caféine ou pas du tout? Euh, j'ai essayé la caféine, mais je crois que mon corps, il supporte pas trop. En fait,
quand j'en prends, j'ai des petites montées, un peu une tachycardie en fait. Mhm. T'es Et assez sensible alors à ça, ouais, je quoi. suis assez sensible. Je prends par contre du coca, c'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de caféine, mais ça me fait du bien par contre. Donc, euh, donc ouais, non, pas trop de caféine. Et toi, Cédric, tu le conseilles un peu à tes athlètes, des protocoles avec caféine, même pour des cyclosportifs ou pas? Ouais, ouais, carrément, ouais. Bah ouais, c'est quand même quelque chose qui te fait passer. Quand tu découvres, tu vois, il y a des personnes que je récupère en coaching, tu leur fais ben, découvrir un peu plus les glucides et puis tu rajoutes encore en plus le prisme caféine, mais ils te disent, ben, comment je faisais avant, quoi, en fait, tu vois. Ouais, ouais, bah moi perso, voilà, c'est quelque chose que je tolère bien. Donc après, c'est assez individuel, hein, mais c'est vrai qu'en fonction des coureurs, ceux qui tolèrent bien, moi je conseille même d'en utiliser à l'entraînement, quoi, Ah oui, parce que oui, oui, c'est oui, plus oui. performant aussi à l'entraînement. Donc si tu es plus performant à l'entraînement, bah, tu passes des séances de meilleure Ah, qualité. Donc tes exactement. adaptations sont un petit peu plus élevées, un peu plus intéressantes. Voilà, après, c'est une question de dosage. Il faut tester aussi en fonction des personnes. Et puis, Tant qu'on reste dans une norme acceptable, ouais, par tranche de 24 heures, pas sur des épreuves longues comme ça, et puis comme tu le dis, à l'entraînement. Après, faut bien le prendre aussi, tu vois. ouais, Si par exemple, tu as une séance de 4 heures et que tu prends ton dernier gel caféiné à une demi-heure de la fin, c'est la sûr. caféine, elle va pas être présente. Donc, il faut vraiment C'est sûr. Ouais, avoir une stratégie ouais. bien établie quand même avec ça. C'est peut-être un peu plus délicat. Là, je pense que tu sauras mieux que moi, mais sur de l'ultra, effectivement, il faut vraiment penser au timing, quoi. Hmm. Dès qu'on passe plusieurs nuits, voilà, ça peut être un peu Bah, délicat. moi, je raisonne par tranche de 24 heures pour pas dépasser un certain quota en termes de milligrammes, tu vois. Hmm. Plus ou moins 4 à 600 par tranche de 24 heures, on va dire, en termes de milligrammes, tu vois, pour pas monter trop haut, ou en termes de milligrammes par kilo de poids de corps, et puis le mettre de façon stratégique au moment où, Hmm, c'est le ça. plus opportun, tu vois, principalement sur les phases de nuit pour garder un maximum de lucidité, etc., quoi, tu vois, donc... Et peut-être pas 1 heure ou 1 heure et demie avant de te coucher, quoi. Ah, exactement, exactement, exactement. Quoique, après, ça peut être une stratégie aussi. Tu vois, si tu fais une micro-sieste, par exemple, que tu Ouais, prends ta caféine juste avant la micro-sieste, elle sera effective au moment où tu vas te lever aussi, tu vois. ouais, Ça ok. peut être ça. Donc, il y a différentes choses qu'à mettre en place et à tester, mais Ouais. effectivement, avoir le côté glucide plus caféine, pour les entraînements déjà, c'est quand même quelque chose qui te fait passer un cap, hein, ça c'est Ouais, sûr. ouais, c'est clair, c'est clair. Puis on peut encore ajouter des choses. Oui, oui, Et oui, tout d'autres à fait. compléments. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Euh, Victor, c'est quoi tes futurs projets là? Parce que tu as enchaîné ben, deux belles épreuves. Là, j'imagine que vous avez mis quand même une partie un peu récup là après ça. Ouais, mais pas tant. Ouais, là, on reprend quand même progressivement. Surtout que j'ai eu des problèmes aussi au niveau de mon genou après la tracas. Euh, j'ai, ouais, j'ai eu quelques problèmes qui m'ont fait louper quelques entraînements, mais là, ça va mieux et on va repartir. Mais là, mon gros objectif, ouais, c'est la Un gros morceau transcontinentale. Ouais, la transcontinentale, qui arrive bientôt quand même, hein. ouais, le 27 juillet. Mm. Donc, dans 2 mois, Rappelle-nous les chiffres. c'est 4500 km, 50 000 mètres de dénivelé. Donc Et départ de où là cette année? Saint-Jacques-de-Compostelle et une Ouais, arrivée à Constanta, en Roumanie, au bord de la mer Noire, ça va en être passant magnifique quand par, même, hein. ouais, Cette traversée-là, ça va être ouais, superbe. ouais. On passe le col du Tourmalet, on passe l'Estrade des Bianchi. Ça va être assez fabuleux et j'ai très hâte, ouais, et j'ai beaucoup appris de toutes ces expériences cette année et puis l'année dernière. Voilà, ma première participation m'a donné beaucoup de réponses sur comment gérer une course d'ultra. Avec quelques péripéties, notamment C'est le ça. retour d'aller chercher un passeport que tu avais oublié à une station essence. Mm. Ça a animé la course, mais voilà, ne refais pas la même chose cette année, hein. Non, 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 cette année, on va essayer d'aller chercher beaucoup plus haut, mais ouais, j'ai très hâte d'y être et de mettre Donc, à profit. c'est quoi ton objectif sur cette course? Bon, donner bien évidemment le meilleur de toi-même, mais Ouais, ouais. j'imagine que dans un coin de ta tête, après ce que tu as fait là, sans vouloir te mettre de pression, je ne sais pas le plateau qu'il y a au départ, je ne sais pas qui c'est qu'il y a Mm, comme mm. coureur.
Ouais, il y a Justinas Ouais, et Christophe Strasser, de ce que je sais. Donc, ouais. il y a du beau monde. Mais je me fixe plus d'objectifs parce que je pense que c'est aussi la raison de ce qui s'est passé sur la transcontinentale l'année dernière. C'est que je m'étais mis dans la tête que je devais jouer la victoire et je me suis enfoncé là-dedans. Quand j'ai su que j'avais perdu mon passeport, j'ai mis du temps à faire machine arrière parce que je sais que ça m'éloignait de cet objectif et je trouve que c'est assez dangereux de se fixer qu'un objectif en fait dans ces courses parce que quand ça va pas, et bah, tu perds vite les pédales Mm. et, faut, ouais, faut être ouvert un petit peu à tout ce qui peut se passer. Et ouais, c'est un peu ça maintenant ma philosophie et je pense que c'est ça la meilleure pour faire la plus belle des courses. Tout à fait, non, mais tu as raison. Sur le plan mental, non, t'as pas encore d'accompagnement là-dessus. Tu souhaites pas faire le pas là-dessus ou Euh, toi, tes épreuves te suffisent à justement acquérir des connaissances et des clés pour tes autres objectifs, hum, non, j'ai pas de préparation mentale, comme on à pourrait proprement parler, ouais, ouais, ouais. à proprement parler, mais c'est vrai que l'ultra, c'est quand même une discipline qui demande de te connaître, d'avoir ouais, une certaine confiance en toi. Et ça Et donne de la confiance oui, ça aussi. donne de la confiance, bien sûr. Et ouais, je suis accompagné par Patricia Bertelier, enfin, je suis pas vraiment accompagné, mais elle m'aide beaucoup là-dessus. M'aide beaucoup à me connaître, à savoir qui je suis vraiment et tout Mhm. ça. Et justement, cette idée d'être ouvert à toutes les possibilités, ça vient d'elle. Et ouais, maintenant, en fait, à chaque ultra, j'ai l'impression de passer un cap dans la compréhension de moi-même. Et aujourd'hui, je pense que ouais, c'est beaucoup plus clair en tout cas. Et je pense que ça, c'est pas un hasard si Bah, c'est aujourd'hui un ça tout, hein. marche. C'est un tout, Ouais, quoi. voilà. Donc, Bon, en tout cas, tu as l'air super enthousiaste, donc on a hâte de ouais. suivre ça sur la. Et juste dernière chose, tu as quand même un travail à côté, c'est-à-dire que, explique-nous un Ouais. petit peu, tu as des partenaires et autres, mais tu n'es pas un professionnel, et tu as même enfin, pris le choix de justement prendre un travail qui n'est pas forcément simple parce que tu es en horaire décalé. Donc Oui. explique-nous pourquoi un petit peu ce choix aussi. Bah alors aujourd'hui, là, j'ai pris 2 semaines parce que j'ai eu aussi des sollicitations à côté, donc j'avais envie de prendre le temps de pouvoir y répondre. Mais ouais, la semaine dernière, après la Désertus et avant la Désertus, j'ai fait le choix de prendre un travail. J'ai été en intérim dans une usine et je faisais du 13h 21h ou du 5h 13h. Ça dépend des semaines et du coup, ça me laisse du temps l'après-midi ou le matin pour aller rouler. Ça demande beaucoup d'investissement personnel. Voilà, il n'y a pas de temps libre en fait avec le vélo quand on pratique Ah, c'est 20 chronophage, hein. ouais, quand on pratique à 25 heures, voilà, c'est Il vélo, reste pas beaucoup de temps, quoi, après. vélo, boulot et puis dodo, surtout que voilà, pour moi c'est important d'avoir assez de sommeil, donc il faut adapter tout ça en faisant des siestes ou en dormant vraiment tôt. Mais ça apporte beaucoup de, Rigueur. ouais, de rigueur et puis d'humilité aussi. Ouais, je trouve que c'est une expérience en tout cas qui est très enrichissante. Et bon, je dis pas que je vais tenir ça toute, toute ma vie, mais en tout cas, ouais, c'est important. C'est quoi ton objectif justement? C'est de te professionnaliser. J'ai entendu sur Ouais. le podcast de Sean, justement, tu en parlais. Il y a même un financement participatif, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a un financement participatif pour m'aider justement à défrayer toutes mes courses.
Je fais ça depuis que j'ai commencé à la Northscape. J'ai des partenaires aussi locaux qui m'accompagnent, qui ont une place sur mon maillot, etc. Ouais, tu es accompagné par un vélo aussi, hein, c'est ça? C'est quoi? C'est Ouais, quoi? un vélo. Ouais, Alors, j'ai les cycles Méral ouais. qui m'accompagnent. Je roule en vélo acier. Et pour moi, c'est un choix aussi qui me va. Voilà, je trouve beaucoup de qualité dans ces vélos pour l'ultra-distance. Je trouve que c'est même euh, le matériau pour l'ultra. Je trouve qu'il a toutes les qualités pour ça. Et puis, ouais, ils m'accompagnent, ils m'ont prêté un vélo pour la transcontinentale, un Louison, et un vélo de route et un vélo gravel pour la Traca. Et, euh, et ouais, mon idée, ce serait de me professionnaliser plus tard. J'ai eu quelques contacts déjà, voilà, après ces deux victoires, et, euh, et on verra ce que ça donne, mais Faut faire les bons choix, quoi. voilà. Et puis les choix qui te correspondent aussi, et pas que ça C'est ça. devienne une contrainte pour toi. Faut Non. rester sur la lignée là que tu t'es construite parce que tu as l'air super enthousiaste. Et il faut pas que tu perdes ça parce que des fois, on a tendance à se perdre avec éventuellement des sponsoring et autres. Et c'est pas toujours la bonne solution aussi, quoi. Ouais. Bon, ouais, c'est bien. C'est quoi ton rêve ultime? On va terminer par ça. Et puis je demanderai juste à Cédric quels sont ses futurs projets aussi. Mais c'est quoi ton rêve ultime si tu devrais aller sur une course ou un off ou autre, qu'est-ce que serait pour toi la Ouais. consécration? Ce serait de gagner cette TCR-là ou pas Ouais, forcément? ça en fait partie, ça en fait partie. Après, j'ai plein de rêves. Il y a tellement de choses à faire dans l'ultra distance. Effectivement. Il y a le VTT aussi qui m'attire beaucoup, avec ouais, la Silk Road, avec des Ah courses comme oui. Tour Divide. Ça, c'est juste exceptionnel. Ouais, mon rêve ultime, ce serait de faire le tour du monde, d'avoir le record du tour du monde à vélo. Ah, Ce serait énorme, mais bon, il y a encore beaucoup de chemin. ouais, ouais. Bon, bah c'est bien, c'est bien. Cédric, toi, dans ton actualité, c'est quoi tes futurs objectifs sportifs et puis comment tu vois l'avenir pour les watts? Il me semble que tu as monté quand même une team, non? C'est ça? Oui, alors la team en fait c'est uniquement restreint aux gens que j'entraîne, donc en fait c'est plus un groupe si tu veux, c'est pas vraiment un team. Enfin, ça a changé, le fonctionnement a un petit peu changé, donc on va dire qu'on porte les mêmes couleurs, le même maillot sur les événements auxquels on participe. Voilà, c'est plus un groupe coaching, on va dire, plus qu'une équipe en soi. Oui, tu Après, n'as pas l'objectif de le faire, non, d'en non, faire non. une vraie équipe, quoi. Non, Plus pas du tout. maintenant, plus maintenant. C'était un Non. petit peu l'objectif au départ, effectivement, et puis ça a changé en cours de route pour diverses raisons, mais c'est plus mon objectif. Non, bah après, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez simple, et puis je suis pas un champion comme Victor, donc j'ai pas de, je rêve pas de forcément de gagner des courses. Oui, mais tu as fait une très belle place quand même sur l'étape du Tour, là, qui est passée Ouais. pas loin de chez moi, d'ailleurs, en plus. Qui est Ah passée ouais. chez moi. Oui, Ok. parce que j'habite à Sospel. Ah oui, ok, d'accord. Ok, ouais, Donc, ouais, tu ouais, très, étais col de Brosse, col de Turini. Ouais. ouais, ouais, très belle étape. Ouais, ouais, bon, après ça, c'était plus pour le storytelling, si tu veux, pour la chaîne. Voilà, c'était un petit peu l'objectif que je m'étais fixé pour créer des vidéos, du contenu autour de ça, essayer de rentrer dans les 100 premiers, mais en soi, c'est pas un objectif fondamental pour moi. Moi, je suis un passionné d'entraînement, je prends beaucoup de plaisir à l'entraînement. Donc, en fait, moi, tout ce que je recherche, tu vois, c'est de continuer de progresser. Je me fais plaisir à l'entraînement, d'apprendre des nouvelles techniques, tester des choses sur moi que je peux ensuite appliquer à mes coureurs éventuellement. Donc, voilà, moi, je suis juste dans cette optique-là de progresser en tant que sportif, en tant qu'entraîneur. Voilà. Et c'est pas trop dur d'allier les deux un petit peu entre ton métier de professeur et ça ou De plus en plus, du coup, je suis passé à temps partiel dans d'accord. l'enseignement et voilà, je suis en train de me professionnaliser, je suis en train de mettre le projet en place aussi pour devenir entraîneur professionnel. Donc, Ouais, complètement. Donc, tu voudrais faire ouais, ça à 100%, quoi. je pense que ça peut se faire. Je ne suis pas encore prêt dans la tête, si tu veux, je garde un petit peu voilà, 50-50 pour le moment, mais à terme, ce sera sans doute le cas. Ok. Et quand est-ce qu'on te voit sur un ultra alors?
Eh Oh. ben, sans doute plutôt que tu ne le penses. Ah ouais, ouais. Non, déjà, je me suis inscrit là à l'Ultra Fondo Tour des Stations. Alors, c'est pas encore de Ah, l'ultra. il y a beaucoup de dénivelé, hein, Ouais, attention. voilà. On est à mi-chemin entre la C'est quoi, cyclo c'est et l'ultra. 250, c'est ça? Ouais, c'est Non? ça. Ouais. 250 bornes et puis quasiment 9000 de D+. Donc, ça se fait Ouais. entre 10 et 15 heures de vélo, je crois, hein. Donc, Ah, mais par rapport à ce que tu as fait, ça n'a rien à voir. ouais, ouais, ouais. Je me suis Mhm. jamais lancé là-dedans. Donc, on va voir. Ça va être un test. Et puis, je pense que d'ici quelques années, je ferai quelques ultras, ouais, sans doute. Oh. Bon, bah on te verra alors peut-être faire la concurrence à Victor sur la TCR à un moment donné. La concurrence, non, mais j'essaierai de m'incruster peut-être dans un format en Ouais. équipe, comme ça, j'aurai une chance de gagner, tu vois, Ouais. avec lui. Bon, bah écoutez, les gars, je pense on a fait le tour. Je sais pas, vous avez quelque chose à rajouter ou toi, Victor, tu as quelque chose à rajouter? Ouais, bah avec Cédric, pour le projet cet hiver de faire un plan d'entraînement Ah, pour ultracyclistes, donc c'est bien. avec aussi une partie où je vais présenter aussi comment je me prépare pour ces ultras. Donc Donc comme une formation, on va dire. ouais, non, c'est un plan d'entraînement sur intervals.icu. Parce que là, vous utilisez, Cédric, tu utilises quoi? Tu utilises Training Peaks ou Nolio ou autre? Intervals.icu. Ah ouais, tu utilises ça, d'accord, ok. Ouais. Je connais moins cette plateforme-là, tu vois. Ouais, bah, c'est une plateforme franchement, je trouve ça aussi bien fait que Training Peaks, mais en plus, c'est gratuit. Donc, voilà, moi, je trouve ça pas mal. D'accord. Voilà, ce dont parle Victor, oui, c'est un projet plus de. Lui, il va s'occuper plutôt de la partie, on va dire, livre numérique, où il va essayer d'en fait de faire le recueil de toutes ses expériences, toutes ses connaissances, tout ce qu'il a emmagasiné en termes d'expérience, qui peut éventuellement servir aux autres. Et puis moi, je m'occuperai plus de la partie entraînement. Je proposerai un plan d'entraînement, on va dire générique, pour ceux qui n'ont pas forcément le budget d'avoir un Hmm. entraîneur. Voilà. Donc ce sera un ensemble, un pack qu'on proposera d'ici quelques mois. Voilà. Ouais, c'est bien parce que, tu vois, il y en a beaucoup qui viennent euh, à l'ultra par l'ultra, en fait, Mm. sans forcément avoir des bases, justement. Et je pense que il y aura de plus en plus de demandes, justement, par rapport à ça, sur l'accompagnement des Ouais, ultra-cyclistes, parce que on voit un petit peu tout et n'importe quoi. Alors, ça peut devenir un petit peu problématique pour certains si on ne sait pas gérer, d'une part, les phases d'entraînement, mais surtout si on n'arrive pas préparé sur les ah, épreuves. c'est ça. Et la problématique de ça, c'est ou de se dégoûter, ou pire, de tomber, ou autre. Enfin, Mhm. il Ouais, y en a beaucoup, ils voient l'ultra un petit peu comme le Graal, mais il y a quand même des jalons à valider avant ouais. et ne pas toujours prendre voilà, ceux qui gagnent ou autres en exemple, mais prendre son cas personnel et accompagner des débutants dans ce cheminement-là, pour moi, c'est indispensable, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, tu vois, comme je te le disais, moi, je me considère pas comme un expert de l'ultra. Donc, le jour où je me lance, je pense que j'aurai 10 000 questions à poser à Victor parce que que ce soit en termes de matériel, de préparation, de ce qu'il faut emmener en vêtements, tu vois, j'en sais rien. Tu vas devoir mettre des sacoches sur ton beau vélo, Ouais, là. des sacoches, voilà. Quelle sacoche utiliser, tu vois. Il y a vraiment tout un tas de choses à découvrir, à apprendre. Et ça, c'est ce que va proposer Victor, quoi. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Ben, on vous souhaite à vous deux le meilleur. Et toi, ben, Victor, on va suivre ta TCR avec intérêt. Et puis en espérant que ça se passe aussi bien que sur Desertus et Traca. Mais surtout, garde cet enthousiasme-là et que tu prennes un max de plaisir, c'est le principal. Et fais-nous des belles stories, quoi. Avec plaisir, merci Mais beaucoup. n'oublie pas le passeport, hein. Non, non, celle-là, je la referai plus, c'est sûr. Bon, ben, merci à vous, les gars. Merci, Guillaume. Merci Et puis, Guillaume. ben, bonne fin de journée. À Merci bientôt. à toi aussi. Salut. Ciao.